Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans On va se faire foot, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur les antennes de la French Radio. Nous vous donnons rendez-vous tous les mardis à 18 h pour décrypter avec vous l'actualité sportive de la semaine écoulée et à venir. Et cette semaine, pour parler Ligue 1, championnat portugais et Ligue des Champions, j'accueille Giancarlo Bruni en direct de Toulouse. Salut Giancarlo. Salut Mehdi, salut Daniel. Et j'accueille Daniel Montero en direct de son travail, je crois, à Lisbonne. Salut Giancarlo, salut Mehdi, effectivement en direct de Lisbonne. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end footballistique et sportif. Et donc, je suis sûr que vous serez de grandes analyses pour éclairer nos auditeurs. Et donc, sans plus tarder, je vous propose d'attaquer cette émission par notre point Ligue 1, championnat français. Donc, ce week-end s'est déroulé la 24e journée du championnat de France, une 24e journée complètement folle, avec un match dingue entre le PSG et le LOSC, avec une victoire à la dernière minute des Parisiens 4-3, qui conservent respectivement 5 et 7 points d'avance sur l'OM vainqueur à Toulouse et sur Monaco vainqueur à Brest 2-1. Alors, ma première question est simple, les gars. Qui vous a le plus impressionné ce week-end? Le PSG, Marseille ou Monaco? Giancarlo, c'est toi qui as la parole en premier. Merci Mehdi. Bon, c'est vrai que c'était au moins deux matchs sur les trois assez impressionnants. Bon, beaucoup de buts. Malgré tout, je pense que c'est Marseille, moi, qui m'a le plus impressionné parce que ils ont produit du jeu quand même pendant tout le match. Ils font une deuxième mi-temps incroyable en intensité. Alors que Paris, de leur côté, bon, ils font un très bon début de match, mais après, derrière, bon, c'est quand même leurs individualités qui les sauvent. Avec Mbappé qui met un but d'ailleurs, avec un passement de jambes, petit pont, en passant entre deux joueurs, et puis à la fin, le coup franc de Messi. Mais Marseille, je les trouve beaucoup plus compacts, plus complets, et ils sont capables de mettre de l'intensité dans un match presque du début à la fin, et surtout, dans leur temps faible, ils restent forts dans leur temps faible. Paris, dans leur temps faible, je les sens moins sereins. Et puis en face, il y avait une sacrée opposition en face de Marseille. Et, Toulouse a gagné énormément de duels. Ils ont réussi à conserver le ballon. Ils se projetaient très vite vers l'avant. Euh, alors que Lille, bon, je veux pas dire qu'ils n'ont pas fait un bon match, mais je pense pas qu'ils le refont à chaque fois, hein, mettre les trois buts à Paris. Donc moi, c'est plutôt Marseille qui m'a le plus impressionné sur cette journée. Et ils t'ont impressionné, bon, je ne sais pas si tu avais eu l'occasion d'aller voir le match au stade en tant que Toulousain ou pas, mais ils t'ont impressionné malgré le manque de maîtrise qu'ils ont affiché sur la première mi-temps, parce que c'est une équipe qui, malgré l'intensité qu'elle peut mettre en deuxième, effectivement, a des sacrés trous d'air, quoi. Ouais, mais ça, je pense que c'est vraiment lié à leur philosophie de jeu. Ils acceptent ça, en fait. C'est-à-dire que ils acceptent d'avoir des temps faibles, des trous d'air, de ne pas être toujours stable au milieu et derrière. C'est vrai qu'il y avait des trous béants au milieu, mais parce qu'ils se projettent tout le temps vers l'avant, tout le temps, tout le temps, tout le temps vers l'avant. Donc après, le TEF on a beaucoup profité parce que dans les intervalles et au milieu, entre les lignes, ils ont des joueurs qui sont capables de se retourner très vite et pareil, de se projeter très vite vers l'avant. Et c'est ce qui a donné un match qui était très agréable à regarder et puis assez plaisant avec deux équipes qui jouaient tout le temps. Alors, Dani, je crois que t'es pas d'accord, tu partages pas l'avis de Giancarlo, je crois que toi, c'est le Paris Saint-Germain qui t'a le plus impressionné ce week-end. Non, non, enfin, je partage l'avis de Giancarlo sur son match. Maintenant, moi, le match qui m'a le plus impressionné, c'est quand même celui du Paris Saint-Germain. Euh, pour, euh, pour plusieurs raisons, effectivement, le PSG traverse un moment un peu compliqué en ce moment. Ils sont un peu dans un moment de crise, même s'ils sont habitués, même s'ils nous ont habitués à ces moments de crise à ce moment-là de l'année. Et quand on regarde le scénario du match, moi j'ai eu la chance de le voir en direct euh, et entièrement. Et effectivement, quand tu regardes le scénario du match, commence bien le match, gagne 2-0, mais derrière, ils se prennent 3 buts. Et donc là, tu as le scénario parfait, comme on l'a déjà vu dans le passé, où voilà, le match catastrophe, la défaite et la crise qui continue en fait. Et c'est pas ça qui s'est passé. Et moi, c'est ça qui m'a plu en fait dans le PSG après la sortie de Neymar. Alors, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais en tout cas, on a vu un autre PSG.
Effectivement, il y a des prouesses individuelles, que ce soit de la part de Mbappé ou de Messi sur le coup franc. Il n'empêche que la construction qui est née en fait du milieu de terrain vers l'avant à partir du moment où Neymar est sorti, elle a été bien meilleure. Et la victoire est au bout. Donc du coup, ça a été un super match. Et là où je ne suis pas d'accord avec Giancarlo, je trouve que Lille a quand même produit beaucoup de jeux. Ils ont été très très intenses au milieu de terrain. Donc PSG a eu vraiment un gros travail au milieu de terrain pour récupérer le ballon. Donc ça a été un sérieux candidat en face pour pouvoir retourner la situation. Donc moi sincèrement, voilà, ce week-end, il y a eu de très très beaux matchs. Mais là où ça m'a le plus impressionné, c'était au parc. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et sur ce qu'a dit Giancarlo avant, on a l'impression aussi, quand on va jouer le Paris Saint-Germain, que depuis, on va dire, 5, 6, 7, 8 matchs, n'importe quelle équipe les transperce au milieu de terrain, que ce soit Toulouse il y a 3 semaines, que ce soit Lille cette semaine. On a l'impression que n'importe quel milieu de terrain, en fait, les transperce physiquement et techniquement. Et c'était encore le cas ce week-end. On a vu un Lionel Messi complètement transparent pendant 30 minutes et finalement qui doit son salut sur ce match qu'à son coup franc à la dernière seconde. Et qu'on a l'impression d'avoir un Paris qui joue exclusivement sur ses individualités. Les buteurs dimanche, c'est encore Neymar, Mbappé 2 fois et Messi. Et sorti de là, finalement, il n'y a pas, comme disait Giancarlo, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dans la construction du jeu. Mais toi, tu as vu un Paris avec plus d'élan collectif en deuxième mi-temps, c'est ce que tu essayes de nous dire en fait. Oui, en fait, il y a une réponse à ce que tu dis. Et je te rejoins sur ce que tu dis. Effectivement, le milieu de terrain, il s'est fait un peu dominer. Enfin, il s'est fait dominer. Mais il s'est fait dominer pourquoi on le sait. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est que tu as 2 joueurs devant, donc Messi et Neymar, qui ne reviennent pas pour défendre. Ça, c'est un problème, en fait, PSG. Donc, du coup, ils ne contribuent pas, en fait, Tu peux à dire l'assaut 3, parce que défensif. Mbappé ne défend pas non plus. Ouais, mais bon, à la limite, Mbappé qui ne revienne pas, c'est moins grave. Parce que lui, on le veut devant pour les finalisations. Maintenant, c'est vrai que comme il n'y a pas de travail défensif au milieu de terrain et comme ça pêche à ce niveau-là, bah forcément, en face, quand tu as une équipe qui a des joueurs devant qui reviennent pour alimenter le milieu de terrain, bah, ça fait la différence. Du coup, quand Neymar sort euh, avec la rentrée du Parisien qui vient substituer Neymar, du coup, tu as un joueur de plus qui défend. Donc là, ça fonctionne mieux. Euh, et c'est voilà. Le Ouais, problème mais du PSG, c'est celui-là. Ouais, Giancarlo. ouais. Bon, Daniel il a raison, c'est qu'effectivement, tu as des joueurs qui défendent pas devant. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce qui a impressionné ce week-end, c'est justement qu'ils ont voilà, 2 joueurs, dont un ou les deux qui défendent pas, mais qui sont capables de faire la différence sur un exploit individuel. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je les sens plus assez compacts et avoir assez d'intensité collective pour pouvoir résister sur des très gros matchs ou à des grosses équipes. Moi, je pense qu'ils vont se faire vraiment secouer par Marseille la semaine prochaine. Parce Bah, que c'est Paris, sûr. ils ont pas la capacité à mettre de l'intensité, genre match de Ligue des Champions, où tu dois avoir de l'intensité pendant au moins 65 minutes sur le match, et je les sens pas capables de faire ça. Alors après, oui, tu as un Messi qui va pouvoir te mettre un coup franc, un Mbappé qui, sur une accélération, va pouvoir te mettre un but, mais je pense qu'ils vont se faire secouer par les Marseillais. C'est sûr que si tu dois mettre 4 buts à chaque fois pour gagner le match, ça commence à devenir très très Bah compliqué. ouais. Et c'est pour ça que effectivement, moi, j'étais pas, en ce qui me concerne, hein, mon analyse, elle n'est pas vraiment sur le match qui était le plus spectaculaire ce week-end. Mais c'est vrai que l'équipe qui m'impressionne le plus en ce moment, c'est l'AS Monaco. C'est constant. Depuis début 2023, ils ont gagné tous leurs matchs. Ouais. Ils avaient un match nul à Marseille, pardon, mais c'est la seule équipe qui a vaincu depuis le début de l'année 2023. Il n'y a pas de trou d'air. Ils maîtrisent vraiment globalement leur sujet. Ils ont eu un trou d'air à Leverkusen en Coupe d'Europe, mais ils ont fini par remporter le match. Mais on voit qu'en championnat, ils maîtrisent globalement, ils ne sont jamais mis en danger et ils avancent vraiment en mode rouleau compresseur. Donc c'est vrai que je les sens lancés là sur cette fin de championnat. C'est une équipe qui a l'habitude de réussir ses sprints là chaque année. Ils font en début d'année, Mm. font des débuts de championnat là depuis 2-3 ans assez calamiteux et ils reviennent sur la fin de championnat pour terminer troisième et se qualifier pour les tours préliminaires de Ligue des Champions. Là, ils ont lancé le sprint de beaucoup plus loin. Ils sont en train de revenir, on va dire, étape après étape sur le classement général.
Et je les sens vraiment pas mal. Ils ont une profondeur de banc que j'imaginais pas. Vous voyez, par exemple, ils avaient Maripane qui était blessé, là, qui s'est blessé à Leverkusen. J'avais complètement oublié qu'ils avaient Malang Sarr, l'ancien de l'OGC Nice, et C'est vrai. qui était en première ligue là, ces dernières années, qui ne jouait pas, qu'ils avaient récupéré ce joueur-là. Et donc, ils ont des joueurs qui sortent, des joueurs qui rentrent sans que jamais ça baisse de niveau, avec un impact physique important. Golovin, qui est redevenu le Golovin de la Coupe du Monde 2018, qui claque à chaque match qui fait des passes, enfin, qui est décisive à chaque match. Et bien sûr, Ben Yedder et Ben Seguir devant, je ne sens pas de trou dans cette équipe. Et je pense qu'ils peuvent profiter notamment du calendrier. S'ils ont un résultat favorable dimanche dans le Classico, ils peuvent revenir encore plus près des leaders. Et à mon avis, être l'équipe dure à jouer de cette fin de championnat. Parce que, voilà, tout ce qui peut nous projeter d'ailleurs sur la fin de championnat. Donc, qui voyez-vous champion à la fin de l'année? Paris, Et il ne Marseille ou faut pas oublier Monaco? qu'ils ont. Et Mehdi, pour aller dans ton sens, ils ont battu le PSG il y a 15 jours. Hein. Bah, ils ont battu le PSG il y a 15 jours. Ils ont fait match nul à Marseille avec pareil. Hein. Moi j'avais la chance d'être au Vélodrome ce jour-là pour voir Olympique de Marseille AS Monaco. Ça ressemblait un peu au match de dimanche contre Toulouse d'ailleurs, et c'est ce qui me fait un peu peur pour Marseille. C'est-à-dire que la première mi-temps, Marseille passe totalement au travers. Meilleure deuxième mi-temps, effectivement, en termes d'intensité. D'ailleurs, je sais pas ce que Igor Tudor leur fait à la mi-temps, mais en termes de remotivation des troupes et du coaching, c'est impressionnant comment l'équipe peut changer de visage d'une mi-temps à l'autre. Et vraiment, là, pareil, hein, OM AS Monaco, l'Olympique de Marseille a marché sur l'AS Monaco en deuxième mi-temps. Mais Monaco, sans vraiment, alors en intensité, Monaco avait plus le ballon. On avait l'impression d'avoir des bacs blanches, mais pas trop d'occasion non plus pour l'Olympique de Marseille, ce match contre l'AS Monaco. Donc on avait vraiment l'impression quand même qu'il y avait une maîtrise globale. Donc ça nous annonce une fin de championnat passionnante. Moi, je mets une petite pièce sur Monaco, Giancarlo sur Marseille, je crois. Ouais, en tout cas, je me dis que c'est une année où Paris peut rater le titre. Donc, au profit de Marseille ou de Monaco, ouais, ouais. Moi, je mettrais une pièce sur un des deux, et plutôt Marseille, compte tenu de ce que je vois. Mais je suis d'accord avec ton analyse de Monaco. Hein. Donc, Et, je pense que ça va être Ouais. serré entre les deux. et Daniel, le PSG, toujours. Non, moi je continue. Moi je continue, je pense, sur le PSG. Je suis d'accord avec Jean-Carlos. Ça va être un championnat où ça va pas se jouer à grand-chose, comme les championnats où ça s'est joué à un point. Mais je reste persuadé que le PSG va tout faire pour maintenir ce titre-là, étant donné qu'en Ligue des Champions, ça va pas bien se passer. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ces analyses. Je vous propose qu'on enchaîne et qu'on passe maintenant à notre page portugaise de On va se faire foot. Euh, Ah, hein, voilà. Ah, On va essayer de jouer local, hein, même si moi je suis en ce moment à Séville. Et on va parler un peu Ligue 1 portugaise. Donc hier soir, Benfica a remporté face à Boa Vista Porto 3 buts à 1. Et d'ailleurs, c'est un parallèle assez marrant avec la Ligue 1. Le Benfica a aussi 5 points et 7 points d'avance avec ses poursuivants, à savoir le FC Porto et le Sporting de Braga. Donc, est-ce à dire que Benfica se dirige tout droit vers un nouveau titre de champion du Portugal et déjà champion? Dani, je te donne la parole. En premier, c'est toi le régional de l'étape. Même si on a tous un lien avec le allez. Portugal, c'est toi le plus régional de l'étape. Allez. Non, cette année, il y a quand même de fortes probabilités cette année que Benfica aille au bout. Bon, il y a une très forte rivalité ici au Portugal entre Benfica et Porto. Hein. C'est vraiment un peu l'équivalent de Paris Saint-Germain-Marseille en France. On voit ton Historiquement, choix, c'est ton accoutrement d'ailleurs. Mais, on voit que tu ouais, as déjà craché. de, c'est par solidarité familiale. Hein. Donc, nous, on est du Nord, donc on soutient le Nord. Mais force est de constater quand même que cette année, Benfica, c'est très fort. Ils ont une très, très belle équipe. Avec l'arrivée de cet entraîneur, euh, où il y avait un problème au Benfica, c'était vraiment ce que disait Giancarlo par rapport au PSG, justement. C'est intéressant de voir les deux parallèles. C'est la cohésion du groupe. C'est le jeu en équipe, en fait. Il y avait des individualités, mais il n'y avait pas de construction. Et ce coach qui est arrivé, il a très rapidement en fait pris ses marques et
il produit vraiment un jeu très très plaisant. On l'a vu en Ligue des Champions, ils ont quand même fait match nul 2 fois avec le PSG, donc ce qui n'est quand même pas neutre. Et en championnat, clairement, ils se baladent. Ils ont 5 points d'avance là, actuellement sur Porto, donc attention, parce que historiquement, on a déjà vu des championnats au Portugal où il y avait 5 points d'avance et la tendance s'inversait. Benfica doit encore rencontrer Porto, Braga et Sporting, qui sont les poursuivants. Mais a priori, tout devrait quand même bien se passer pour eux. Je pense qu'ils devraient probablement aller vers le titre cette année. Alors, Giancarlo, je crois aussi, sans trahir de secret d'alcôve, que tu as des attaches familiales dans le nord du Portugal. Mais est-ce que Benfica c'est pas affaibli avec le départ d'Enzo Fernandez pour 121 millions à Chelsea? Est-ce que c'est pas une rentrée d'argent empoisonnée, on va dire? Ah ouais, alors ce qui est sûr, c'est qu'ils ne se sont pas affaiblis financièrement, hein. C'est quand même incroyable. Ces deux clubs, là, Benfica et Porto, hein, ils arrivent toujours à faire des coups incroyables avec des joueurs sud-am. Là. Bon, bref, mais c'est pas le débat. Est-ce qu'ils sont affaiblis? Bah, je pense que, évidemment, quand tu perds un joueur comme ça, qui a cet abattage au milieu de terrain, cette capacité à faire des efforts pendant 90 minutes, bon, je pense que tu perds un peu. Euh, Après, moi, je suis assez partagé parce que je dirais que Benfica va aller au bout compte tenu qu'il a 5 points d'avance et 5 points d'avance, malgré ce qu'a dit Daniel. Un championnat portugais, c'est dur à reprendre hein, parce que c'est 2 défaites d'écart. Et donc, c'est dur à récupérer. Mais le Benfica, en Ligue des Champions, je pense qu'ils ont quand même une belle carte à jouer. Donc, je pense qu'ils peuvent passer ce tour-là et pourquoi pas le suivant, parce que les matchs que j'ai vus de poule du Benfica, c'était vraiment dense, c'était vraiment intéressant. Ils ont vraiment fait des très bons matchs. Et après, c'est le calendrier. Le calendrier, Porto se déplace 2 fois à Braga et à Benfica. Euh, Tandis que le Benfica, eux, ils se déplacent uniquement au Sporting, je crois, à l'avant-dernière journée, donc en gros match. Donc c'est ce qui me fait dire que compte tenu de l'écart de points et du calendrier, je pense qu'il est plus favorable à Benfica qu'à Porto. Même parce que dans le jeu, enfin, ouais, Benfica est un peu supérieur, je dirais, dans le jeu que Porto, mais enfin, ça se vaut vraiment aujourd'hui, ces deux équipes-là, même si elles ont un style de jeu assez différent. Après, sur l'unité qu'a apporté l'entraîneur, je suis d'accord avec Daniel. Euh, c'est une équipe qui aujourd'hui, voilà, on le voit avec des champions, elle a une unité collective qui est quand même hyper intéressante, quoi. Ouais, effectivement, moi j'ai une analyse qui se rapproche de la vôtre. Je pense que Porto a raté son début de championnat. Ils ont pris un mauvais départ dû à un certain renouvellement de l'effectif. On voit notamment Chancel Mbemba qui est parti en défense gratuit à la fin de l'année pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc il y a eu pas mal de départs cet été à Porto et on sent que l'équipe elle a tardé un peu à retrouver un peu de cohésion collective. Et donc ils ont pris un retard qu'ils ont du mal à rattraper maintenant. Voilà, surtout que dans le championnat portugais, on le sait. Quand il y a 5-6 points d'avance, à part dans les affrontements directs, c'est très très difficile de rattraper ce retard parce que les gros perdent peu de points contre les petits. Voilà, je ne vois pas Benfica perdre des points au Maritimo ou contre Famalicão. Voilà, j'ai du mal à y croire. Donc le championnat va effectivement se jouer sur les affrontements directs. Il en reste pas mal, effectivement. Puisque il me semble que Benfica va enchaîner, je crois, réception de Braga et déplacement au Sporting sur la fin du championnat. Donc Mm. ça risque de se jouer sur ces affrontements directs et sur l'état de forme des équipes à ce moment-là. Voilà, on ne peut pas exclure que Benfica, il leur manque 2-3 joueurs sur ces 2 journées qui s'enchaînent et finalement, ils perdent 6 points d'un coup parce que tu as des suspendus, parce que tu as des blessés. Voilà, avec le départ de certains joueurs au mercato hivernal, est-ce que le Benfica a la même profondeur de banque qu'en début d'année? Est-ce que le fait d'aller loin en Ligue des Champions, bon, on peut penser qu'ils vont passer ce tour-là, là, ils vont passer 8e après leur victoire de 0 contre Bruges. Si ça se goupille bien pour eux en quart, et je sais que les supporters benfiquistes, en tout cas pour ceux que je peux avoir en cours, se prennent à rêver des demi-finales, s'ils vont jusqu'en demi-finale effectivement de Ligue des Champions, il va y avoir, voilà, le calendrier va se percuter, là, les demi-finales elles vont être à peu près là dans les eaux où ils vont accueillir Braga, se déplacer au Sporting et
et tutti quanti, Recevoir Porto. Il risque d'y avoir un enchaînement de matchs assez compliqué. Ils reçoivent Et Porto le 9 avril. Hein. ils reçoivent Porto le 9 avril, C'est en plein dans les demi, je crois. ils reçoivent, je crois, Braga à la 32e journée. Et, et donc, ils vont au Sporting à la 33e. Donc, ça fait beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai Ouais. qu'en contrepartie, je crois que Daniel l'a dit, il y a Porto, non, ou un Braga-Porto, non, je crois que c'est toi qui l'as dit, Jean-Carlo. Il y a un Braga-Porto qui va valoir cher aussi. Il y a un Braga-Porto, ouais. Et alors, moi, je voulais revenir aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, là, du coup, là. On n'a pas parlé de Braga, qui fait un championnat exceptionnel. Moi, je suis arrivé au Portugal il y a 15 ans. Ça fait quasiment 15 ans que Braga tourne autour du truc. Qui sont systématiquement troisième, deuxième, quatrième, qui sont jamais très très loin, mais qu'ils n'arrivent pas à décrocher la timbale. Il me semble qu'il y a quelques semaines, ils ont éliminé Benfica en Coupe du Portugal au tir au but. Donc voilà, c'est une équipe qui est solide et qui arrive à se renouveler tous les ans, malgré les départs, y compris de leurs entraîneurs, puisqu'il me semble qu'il y a une dizaine d'années, ils avaient terminé deuxième avec un Benfica Braga pour le titre. Ils avaient perdu le championnat d'un point. Je crois que c'est Jardim qui était entraîneur à l'époque de Braga. C'est un club qui force l'admiration, Dani, à toi qui es du Nord. Là. Enfin, on n'a pas Victor, normalement notre représentant de Braga. Mais il est de Braga en plus. Il est de Braga en plus. Non, effectivement, tu as raison. Braga, c'est un club qui est en plein développement depuis plus d'une dizaine d'années grâce à leur président. Ils ont un président vraiment qui est quand même très, très actif au niveau du marché et un recrutement très intelligent à chaque fois. Et comme tu le dis, tu as tout à fait raison, ils perdent des bons joueurs. Et à chaque fois, ils ont toujours su se renouveler avec des équipes jeunes, des bons entraîneurs. Et là, cette année, voilà, ils sont troisième, mais ils sont qu'à 2 points de Porto. Ils sont quand même à 8 points de Sporting. Et donc, du coup, ici, au Portugal, ils parlent toujours des 3 grands. Aujourd'hui, il y a peut-être 4 grands. Hein. Ben ouais, justement, c'est sur ça que je voulais revenir. On a souvent tendance à parler du Sporting, de Benfica et de Porto. On oublie souvent Braga. Bon, alors le problème de Braga, c'est qu'ils n'ont jamais décroché de titre de champion. Ça gagne quelques pas. coupes, quoi. Ouais. Ils ont gagné des coupes. Coupes, mais... Bon, bah après, moi, je pensais que la vraie question, c'était est-ce que Casapia va être européen? Ça, c'est une vraie question. Parce que... Vous savez où c'est? Alors oui, on sait où c'est, ouais. C'est à Lisbonne, en fait. Je laisse répondre. C'est la banlieue de Lisbonne. Hein. Et Casapia, c'est un club où il y a eu de gros investissements qui ont été faits cette année. Donc, ils ont fait du recrutement à ce niveau-là. Et effectivement, tu vois les résultats. Hein. Ils sont 6e au classement. Ils sont juste derrière Guimarães, qui est quand même un club qui a d'autres moyens et qui a une autre histoire. C'est assez impressionnant, effectivement. C'est là que tu vois que Daniel, c'est un spécialiste du championnat portugais. Je pose une question, là, comme ça, il répond. Moi, je peux te dire que Casapia joue au stade du Jamor parce qu'ils sont en train de faire rénover leur stade. Que rapport qualité-prix, tu vas avoir des matchs de Ligue 1 portugaise avec une belle équipe qui est pas loin d'être européenne pour à peu près 10 € ou 15 € le match. Et que comme je suis à peu près sûr qu'on va taper la Coupe de France à Toulouse cette année, on pourra aller voir un Casapia TFC assez légendaire en Europa League. Ça serait pas mal, ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On va passer à notre troisième thème. Bon, les gars, je vais arrêter là. Attendez, je coupe. C'est quoi le troisième thème? Ok, mais donc troisième thème maintenant, le troisième thème dans l'actualité de la soirée, puisque dans moins d'une heure maintenant, Liverpool va accueillir le Real Madrid pour un 8e de finale aller de Ligue des Champions qui sent le soufre, puisque ce sera le remake de la dernière finale de Champions League entre ces deux équipes. Un 8e de finale de Ligue des Champions qui sonne un peu comme un match de la dernière chance pour ces deux formations, puisque le Real Madrid est à 8 points aujourd'hui du FC Barcelone en Liga et semble avoir dit adieu au titre de champion d'Espagne. Et Liverpool stagne à une médiocre 10e place en Première Ligue et lui dit carrément dit au revoir au titre de champion d'Angleterre. Donc la question elle est assez rapide, assez simple. Ce que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est malheur aux vaincus et qui a le plus à perdre aujourd'hui, ce soir, dans ce match à couteau tiré. Giancarlo.
Le Liverpool-Real de ce soir, il a quand même plus la même saveur que le Liverpool-Real qu'on a pu avoir il y a encore 3-4 ans en Ligue des Champions. Liverpool, c'est vraiment plus la même équipe, ne serait-ce que l'année dernière, hein. Donc, sans Sadio Mané, c'est déjà plus rien, plus grand-chose à voir. Euh, Après, malheur au vaincu, je sais, moi je pense que Liverpool a beaucoup plus à perdre que le Real. Puis alors le Real en Ligue des Champions, on va pas refaire l'histoire, hein, mais enfin, cette équipe-là est programmée à cette compétition dans son ADN. Je sais pas comment faut le dire, mais il pourrait être 10e du championnat, il serait capable de gagner la Ligue des Champions. Donc moi, c'est une équipe qui me surprend toujours en Ligue des Champions. Je pense qu'ils savent comment aborder les matchs, ils savent comment les jouer. Euh, et du coup, je me dis en ayant 12 titres derrière eux, déjà, s'ils passent pas cette année-là, ce tour-là, je me dis qu'ils ont moins à perdre que Liverpool qui joue tout là-dessus. Là. Ils jouent tout là-dessus. Parce qu'ils sont distancés en championnat, le Real, mais 8 points, c'est pas non plus délirant. Le Barça, ils peuvent encore perdre des matchs. Bon, il n'y a plus de confrontation directe entre les deux, hein, Si, si, mais il en reste une. Il en reste il en une. reste une. Ouais, à Bon, en Barcelone. plus, À Barcelone. ouais, donc je me dis que c'est pas encore complètement joué en championnat. Donc après, la question, c'est ouais, malheur au vaincu, ouais, plutôt le Liverpool a vraiment beaucoup plus à perdre. Parce que c'est une équipe qu'il va falloir reconstruire, là, Liverpool, concrètement. C'est-à-dire qu'ils vont Ouais, devoir se projeter sur les 2 ou 3 prochaines années et retrouver une équipe aussi compétitive qu'ils l'ont eu là pendant 3 4 ans. Bah, je pense que ça va être dur pour eux. alors Donc, ils- pour faire justement la relation entre nos deux derniers thèmes, Daniel, est-ce que Liverpool, finalement, on n'est pas dans l'exemple du mercato raté, en tout cas pour Liverpool, réussi pour Benfica, puisque je rappelle que Benfica a vendu cet été Darwin Núñez à Liverpool pour une somme astronomique. Il ne s'est pas imposé et il n'a pas fait oublier Sadio Mané. Et comme le disait Giancarlo tout à l'heure, on sent que c'est vraiment une grosse perte pour Liverpool qui, a priori, sur le terrain, a perdu que ça. Ils ont perdu que Sadio Mané. L'équipe reste globalement la même. Ouais. Non, je suis d'accord. Et à la limite, ce transfert, c'est même un problème pour Liverpool parce que c'est un problème dans le vestiaire. Apparemment, ce type est très très compliqué à gérer au niveau émotionnel. Donc du coup, Klopp et Liverpool ont perdu au change. Moi, je rejoins l'analyse de Giancarlo. Je pense que à ta question, qui a plus à perdre, c'est Liverpool, clairement. Même si on voit en championnat là, qu'ils reviennent sur les 2 derniers matchs de victoire, euh, sur les 5 derniers, il y a quand même 2 défaites. Donc ça reste quand même très très fragile. Euh, et donc du coup, Liverpool a vraiment tout à jouer en Ligue des Champions cette année pour sauver leur saison. Et l'histoire aussi est favorable à Liverpool. Quand on regarde les 2 dernières confrontations, j'ai regardé euh, contre le Real de Madrid en Ligue des Champions. C'était donc 14 avril 2021, Liverpool avait fait match nul. Bon, il n'y avait pas eu de victoire chez eux. Et donc l'année dernière, en mai, ils avaient gagné. Non, ils avaient perdu. Ah non, ils avaient perdu 1-0, Alors, pardon. ils ont perdu en finale l'an Donc, dernier. ouais, ils ont perdu en finale, pardon. Bah, c'est là où le Ouais, Real est donc en fait, impressionnant. C'est-à-dire que le Real, je me souviens de la finale de l'an dernier, il gagne contre le cours de jeu sur la seule frappe du match ouais, qu'ils font, qui n'est même pas c'est ça. cadrée, qui est même pas cadré, qui rebondit sur Vinicius, il gagne la Ligue des Champions. Donc, effectivement, mais si on s'en tient aux chiffres, qui a le plus à perdre moi, j'ai envie de dire, pour être provocateur, le Real, parce que finalement, c'est le Real qui est grand favori de ce match-là, parce que Liverpool, on a le deuxième du championnat d'Espagne contre le 10e du championnat d'Angleterre. A priori, on a l'impression que le Real est archi favori de cette confrontation-là, et s'ils sont éliminés en huitième, ça serait presque une contre-performance. C'est vrai, il n'y a pas de honte à perdre contre l'institution Liverpool, mais contre le Liverpool de cette année, on se dit quand même, Ouais. c'est plutôt, si on s'en tient au bilan de la saison, on va dire, c'est plutôt cadeau, quoi. Oui, lu dans ce sens-là, tu as raison, parce que quand tu es le Real, ne pas gagner la Ligue des Champions est une contre-performance. Donc, Ouais. ouais, lu dans ce sens-là, ouais, t'as raison. Mais... ouais. Bon, après, ils n'en ont pas gagné 60, hein, donc Maintenant, il y a eu 60 éditions.
Ils ont Ouais, pas mais Maintenant, Liverpool. ils ont quand même gagné 20%, quoi. Ouais, d'accord. Tu vois. Ça fait un ratio pas Maintenant, mal. Mais bon. Maintenant, Liverpool, s'ils perdent ce match-là et qu'ils se font éliminer, leur saison est terminée. Ouais. Ils sont à 19 points du leader. Bon, ils ne reviendront pas, hein, de toute façon, ça c'est clair. Ils reviendront même pas dans les 6 premiers. Donc, ils perdent le match, ils se font éliminer, la saison est terminée. Bon, Ouais, après, mais tu vois, sauver, de toute façon, la seule manière pour eux, de sauver la saison, finalement, c'est de gagner la Champions League. Mais même au-delà du huitième, il faudrait Ou aller qu'ils gagnent loin. le Ou aller quart, il loin. faudrait qu'ils gagnent la demi et éventuellement qu'ils gagnent la finale. Donc, le parcours pour sauver leur saison, il est long. Il est long. Et content de Liverpool, enfin, je ne pense pas que les supporters de Liverpool vont grimper au rideau parce qu'ils auront fait un exploit, entre guillemets, contre le Real Madrid. Mais pour rebondir sur ce que disait Diane, en fait, on a deux après, clubs qui historiquement a un rapport très très particulier avec la compétition. Moi, j'ai des souvenirs de retournement de situation à Anfield Road qui sont assez incroyables, notamment sur la campagne 2005, avec la finale assez incroyable contre Milan, mais même les tours avant, contre l'Olympiakos ou autre, ils font des matchs, c'est du n'importe quoi, Anfield Road. Rien que le parcours jusqu'à la finale est un miracle, quoi. Et la finale en elle-même, bon, c'est n'importe quoi, mais bon. Ouais, Diane. bon, ouais, alors c'est pas sympa de me rappeler ce souvenir de la finale de 2005. Et pour le coup, c'était pas Anfield Road, la finale, mais bon, c'était en Turquie, je Non, crois. c'était pour montrer Par que je contre, ce parlais un peu soir, anglais, mais ouais, c'était à ce Istanbul, soir, mais on va avoir on va avoir un très gros début de match. Je pense que Liverpool, ils vont faire un premier quart d'heure, ils vont essayer de leur rouler dessus d'emblée avec l'ambiance d'Anfield. Par contre, ouais, on va avoir une belle opposition quand même ce soir. Ça va Mhm. être très sympa en termes Ouais, d'intensité. ouais. Et alors, tu parlais de reconstruction à Liverpool, mais j'aurais tendance à vous poser la question, est-ce que c'est pas la même chose au Real? Parce que, alors, c'est vrai qu'on a la tendance à dire ça chaque année, et que chaque Ça année, fait 8 ans. non, mais chaque année, Ça... ils nous surprennent, mais enfin, on a quand même des joueurs hyper vieillissants au Real, hein. Que ce soit Carvara, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 45 ans, j'en sais rien. Lucas Mais Modric, je ouais, sais pas s'il a pas l'âge de mon père. Enfin bref, ça commence à devenir quand même compliqué. Et les jeunes qu'ils ont recrutés pour remplacer ces joueurs-là, on voit que Chouameni s'est toujours pas remis de son penalty raté en finale de Coupe du Monde et que depuis l'après-Coupe du Monde, là, il traverse tous les matchs comme un zombie. Donc, je sais pas. Chouameni a raté un penalty en finale de Coupe du Monde. Il a mis dans le parking. À ras de terre, mais il a mis dans le parking. Il a rendu le ballon au ramasseur de balles, apparemment. Donc bon. Là, le Real, je trouve qu'ils ont cette force, mais ça, c'est vraiment dans les gènes de cette institution, je pense, cette capacité à faire durer les joueurs, quand même. C'est pas la première fois que tu as des joueurs qui restent comme des tauliers pendant 10 à 15 piges. Il y a 6 ans, 7 ans, je crois, 6 ans, on se disait, ou 5 ans, on se disait, ouais, Modric, Kroos, Casemiro, ils sont rincés, ils ne servent plus à rien. Et puis au bout, on a vu ce que ça donnait à chaque fois. Et après, ils ont, même si Chouameni, ouais, il est un peu dans le dur, mais tu vas voir que Chouameni, Kamavinga, moi je pense qu'ils vont, grâce à l'encadrement des plus anciens, je pense qu'ils vont réussir à les tirer en recrutant un complément au milieu de terrain. Je pense qu'ils vont réussir à créer une ossature qui va être hyper compétitive. Après, devant, c'est un peu pareil. Tu vois que le Vinicius, il va être en capacité de remplacer un Benzema petit à petit, même s'il ne joue pas dans le même registre. Hein. Mais ils arrivent à faire sur 2 3 ans, à faire éclore des joueurs et à les amener au meilleur niveau. Parce que Vinicius, ça fait un moment qu'on en entend parler. Il rentrait, il faisait des morceaux de match, et petit à petit, il s'est installé. Et puis, on voit la progression qu'il a eue dans son jeu et puis dans ses performances. Donc cette équipe-là, ouais, j'ai cette impression toujours qu'elle elle est programmée pour faire basculer des générations petit à petit avec une réussite que je trouve incomparable quoi, avec d'autres clubs aujourd'hui. D'ailleurs, effectivement, on peut faire le parallèle entre Vinicius et Valverde qui sont arrivés très très jeunes, Hein. qu'ils ont pris le temps d'amener à maturité. Et je sais pas, d'ailleurs, tu parlais de Kamavinga, mais je sais pas si Dani a remarqué ça. Kamavinga, dans la lancée de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que, à cause de la blessure d'Hernandez ou grâce à Didier Deschamps, maintenant, il joue arrière-gauche au Real Madrid, Kamavinga.
Ouais, bon, ça c'est. Mais j'ai lu un article comme quoi, dans sa formation, il a été arrière. Ah, d'accord. À un moment donné, dans sa formation, il avait pas longtemps, mais il avait joué à cette position-là. Donc, est-ce que c'était voulu ou pas par l'entraîneur? Mais ouais, moi, je partage un peu l'avis de Giancarlo. Je pense que le Real, c'est vraiment le club de la Ligue des Champions. Mais je reste quand même persuadé que le Liverpool et Klopp va vouloir faire un coup. Et il ne faut pas oublier que la personnalité de l'entraîneur Klopp euh, va, va être importante, je pense, dans ce match. On l'a un peu oublié comme entraîneur. On parle beaucoup de, voilà, de Guardiola en ce moment avec son nouveau jeu. Il a arrêté la possession contre Arsenal. Donc, il y a une révolution. Et donc, je pense que Klopp va vouloir marquer le coup. Et il a l'opportunité de le faire contre le Real. Donc, on va voir. En tout cas, ça va être un très, très beau match, une très, très belle opposition entre deux styles. Et je pense qu'on va se régaler ce soir. Et donc, du coup, pour enchaîner avec notre dernière partie traditionnelle d'émission, les pronostics de On va se faire foot, quel est votre prono pour ce soir? Liverpool, match nul ou le Real? Qui se lance en premier? On alterne après. Vas-y, Giancarlo. Euh, Moi, je vois Liverpool faire un très très gros premier quart d'heure, comme je vous le disais, marqué assez vite. Euh, je vois une victoire par un but d'écart de Liverpool. Et après, ils vont au Real, ils s'en sortiront pas, je pense. Mais, je les vois gagner ce soir d'un but d'écart. 2-1. Dany? Ouais, moi aussi, un but d'écart, mais je mettrai 1-0 pour Liverpool. Ok. Et donc, Et toi? moi, je vais jouer le match nul, un partout. Classique. J'ai pas trouvé le Real impressionnant sur ces derniers matchs, notamment en Coupe du Monde des clubs, où ils ont galéré en demi-finale et en finale contre des Saoudiens, il me semble. Donc là, il risque effectivement d'avoir du mal à résister à la Furia Liverpool dans le premier quart d'heure, voire dans la première demi-heure. Mais au fur et à mesure, Ouais. comme un vieux diesel, ils vont reprendre le contrôle du match. Et ils ont toujours, y compris en Coupe du Monde des clubs, hein, ils ont toujours Benzema ou Vinicius pour les sauver au dernier moment. Donc match nul pour moi un partout et au retour, bah, je pense que le Real passera aussi. Euh, L'histoire a prouvé que tu peux être champion du monde en galérant contre des Saoudiens, hein. ouais, bien sûr. Bah, l'histoire a prouvé sans vouloir rappeler de mauvais souvenirs à nos auditeurs portugais que tu pouvais gagner la Coupe d'Europe en ne faisant que des matchs nuls. Je pourrais rappeler que le PSV en 88 a fait à chaque fois 1-1 à l'extérieur, 0-0 à domicile quand même. C'est quand même extraordinaire. Et 0-0 en finale contre le Benfica, les mecs ont gagné au tir au but. C'est sans doute une des plus grosses arnaques de la Champions League, mais bon, bref. Ça s'appelait pas la Ligue des Champions à l'époque. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais on enchaîne donc sur le match qui intéresse particulièrement nos auditeurs portugais, le match de demain donc entre l'Inter de Milan et le FC Porto. Donc Dany cette fois en premier. Écoute, moi, je vais parier sur une victoire de Porto. Sergio Conceição, qui est l'entraîneur de Porto, a été joueur à l'Inter. Ouais. Il a porté le maillot de l'Inter. Donc, ça va être un match compliqué, mais je pense que Porto va gagner. Je parierais sur un résultat 2-0 pour Porto. Giancarlo, le plus Ouais, italien d'entre nous. je suis un peu pris de court. Je croyais qu'on allait parier sur Benfica Bruges. Moi aussi, je vois Porto gagner. Alors, pas uniquement parce que j'aime pas l'Inter, mais parce que je pense que Porto, c'est au-dessus. En termes, et surtout en termes d'intensité, moi, les matchs de Ligue des Champions, je pense que ça se gagne là-dessus. Sur la générosité, la capacité que tu as à mettre de l'intensité pendant le plus longtemps dans le match. Et je pense que Porto, et c'est assez surprenant parce que Benfica et Porto sont en capacité de faire ça sur des matchs de Ligue des Champions, alors qu'ils ont un championnat qui, entre guillemets, est considéré plus faible Mhm. parce que
Voilà, t'as pas tous les week-ends la nécessité de mettre cette intensité-là. Donc je pense que malgré tout, ils sont capables de le faire. Moi, je mets 3-1 pour Porto. D'accord. Alors peut-être j'ai une bêtise, mais avant de jouer à l'Inter, il me semble que Sergio Conceição, il a joué à la Lazio. À la Lazio, ouais. Et je Exact. ne suis pas sûr qu'il n'ait pas été coéquipier avec Simone Inzaghi, qui est entraîneur Ils de ont l'Inter, été, ils ont été. et qui Ouais. Tu était as raison, ils ont été avant-centre coéquipiers. de la Lazio à l'époque. Donc on a deux entraîneurs qui se connaissent Ouais, très ils se très connaissent très bien, bien. qui connaissent pas mal leur philosophie de jeu. Donc ça peut être un match fermé. Moi, je vois une victoire 1-0, 1-0 de l'Inter sur un but de raccro de Lukaku. Mais s'il joue, s'il a retrouvé pleinement sa forme, pas en surpoids, hein, sa forme quand même globale. Donc, Ronde, donc. Ça forme ronde. ouais, exactement. Il y a un ballon qui lui rebondit dessus, ça rentre. Tu vois, tu vois le truc, quoi. Donc voilà. Et enfin, troisième match de foot qui nous intéresse cette semaine, évidemment le Classico. On en a parlé en début d'émission. Donc l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain ce week-end, un match qui va être la revanche du match de Coupe de France qui a eu lieu il y a 15 jours. Donc là, c'est moi qui vais commencer. Je vais vous dire, même si je les trouve pas, même si je les trouve pas ouf sur ce dernier mois, je vois Paris gagner. Revanchard après la Coupe de France. Et puis ils ont Mbappé, quoi. Ils ont un extraterrestre. Ils ont un joueur qui a quasiment été capable de gagner la Coupe du Monde à lui tout seul. Donc, si vraiment il veut faire le match au Vélodrome et il veut éteindre le Vélodrome, je pense qu'il est capable de gagner le match à lui tout seul. Je les vois gagner 3-1 à Marseille. Parce que la défense de Marseille, c'est pas. Ils ont Mbamba suspendu, ils ont Gigot suspendu encore, je crois. Ça risque d'être un peu compliqué, je pense. Dani? Moi, je parie sur une victoire du PSG. Je pense que le PSG va faire mal à l'OM. Ils vont. C'est le match en termes de. Allez, ils vont relancer leur saison là avec le PSG. Je crois qu'ils vont vraiment leur faire mal. Et je pense que tu as raison, Mbappé, il va avoir vraiment à cœur de marquer le coup. En plus, Neymar ne va pas jouer, donc il y aura un ego de moins sur le terrain. Donc il aura tout le loisir de s'exprimer. Moi, je parie sur un 3-0 pour le PSG. Ah, carrément. Et donc, Biboun? Moi, je suis impressionné, les gars, par cette confiance que vous avez dans cette équipe-là. Alors, moi, je suis assez à l'aise parce que je suis supporter ni de l'une ni de l'autre. Mais Moi, moi, oui. vu ce que. Moi, je suis supporter de l'un ou de l'autre. Depuis Ben longtemps. ouais, toi, je sais que t'as une âme de Parisien, au fond. N'importe quoi. Moi, sur ce que je vois ces derniers temps, je suis d'accord avec vous que ça va être un tournant, la saison, mais moi, je le vois dans l'autre sens. Je pense que Paris va se faire enfoncer à Marseille, qui vont se faire rouler dessus au milieu de terrain. Alors oui, Mbappé aura toujours ses fulgurances parce que Marseille laisse de la place, comme on le disait au début, hein, il se projette, donc il laisse de la place, il laisse pas mal de distance derrière leurs défenseurs. Donc oui, je pense qu'Mbappé saura en profiter, mais ça suffira pas. Ça suffira pas et je pense qu'ils vont perdre ce match. Moi, je vois un 3-2 ou un 4-2 pour Marseille. Voilà, on va pas faire un long débat sur ça, mais tu as raison. Moi, je me souviens du match de Coupe de France où Marseille avait joué très très haut parce qu'il y avait personne pour prendre de la profondeur. Mbappé était blessé. Ils vont pas pouvoir le faire là, quand même. Donc, même s'ils jouent haut, ils vont reculer de 5-10 mètres, je pense. Non, mais comme on le disait au début, leur philosophie de jeu, et ils s'y tiennent, et celle de Tudor, enfin, tu le vois jamais jouer bloc bas. Ouais. C'est un jeu de transition permanente. Ouais, par contre, ils vont courir. Ça va cavaler dans tous les sens pour couvrir. Mais je pense qu'ils s'empêcheront pas de se projeter vers l'avant parce qu'il y a Mbappé. Donc, je récapitule 3-2 pour Marseille pour Giancarlo, 3-0 pour Paris pour Dani et 3-1 pour moi, pour Mehdi. Et enfin, on va se faire foutre, on l'a dit, c'est l'actualité du sport au sens large. Donc, dernier match, on va parler rugby. C'est la troisième journée du tournoi Destination. Donc, il y a un France-Écosse qui sent la poudre. Je vois Giancarlo avec la casquette du Stade Toulousain, donc c'est toi qui as la parole en premier. Depuis l'Ovalie,
je vais vous parler rugby. L'écart entre ces deux équipes cette année est colossal, quoi. Enfin, l'Écosse est quand même pas super stable. C'est pas la meilleure année, c'est pas leur meilleure année en termes de génération. Ils ont giflé les Anglais chez eux et les Gallois quand même. Ah oui, putain, pardon, j'étais sur Galles. J'étais sur Galles. Ah ouais, J'étais sur je Galles. comprenais pas. Les Écosse, ils ont du lourd là. J'allais dire, il y a un écart abyssal. Mais j'étais sur l'Écosse, Galles. Mais ils sont tous sur la même île aussi, c'est compliqué. Ouais, non, je suivais pas Giancarlo là. France-Écosse, ça va être opposition qui est du coup assez proche pour le coup. Moi, je vois quand même, on joue à domicile, moi je vois quand même la France gagner. Parce qu'ils ont quand même, en Écosse, il y a un ouvreur qui est limite, non? Comment il s'appelle? C'est le copain de Daniel, là, justement. Je vais lui donner la parole, qui est supporter du Racing. Hein. Notre ami Daniel, il a son fils qui joue au Racing. Donc, voilà. Finn Russell, ouais. Donc, bon, lui, c'est un coup bien, un coup pas bien, quoi. Surtout défensivement, c'est compliqué, Finn Russell. Donc, il peut se faire pas assez régulier. Au centre par Ficou et Ntamak. Donc, ouais, vas-y, Daniel. Non, je ne veux pas défendre Finn Russell, mais les dernières prestations qu'il a au Racing sont quand même pas mal. Hein. Il a le pied chaud en ce moment. Mais c'est vrai il peut être irrégulier. Maintenant, en sélection, je pense que la France a tout pour gagner ce match-là. Hein. Je pense que la France est au-dessus. L'Écosse va avoir un point d'honneur, je pense, à mettre beaucoup d'intensité dans le match dès le début, parce que c'est ce qu'ils feront depuis le début du tournoi. Mais voilà, je pense que la sélection française va gagner. Ils sont obligés de nettoyer un petit peu le match un peu raté qu'ils ont fait contre l'Irlande. Exactement, la deuxième mi-temps même, parce que le match, non, mais la deuxième mi-temps. Mais c'est vrai, la deuxième mi-temps. Je pense comme toi, Daniel, le seul bémol que j'ai, c'est est-ce qu'ils vont être capables de tenir l'intensité physique? On a vu qu'ils ont rivalisé physiquement avec les Irlandais en première mi-temps et qu'après, ils ont totalement explosé. Comme tu le dis, les Écossais, ils mettent beaucoup d'intensité physique. Voilà, la seule inconnue, c'est que normalement, les Français doivent leur mettre 20 points. Donc, moi, je vais dire que la France va gagner avec 20 points d'écart. Mais s'ils n'ont pas la caisse, ils vont prendre une baffe. Voilà. Et donc, Jeanne, tu nous as pas donné ton pronostic? Une boucherie. Une boucherie. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble. On se retrouve mardi prochain. On aura le Classico à débriefer. Et moi, je serai en direct des Pyramides. Bonnes vacances. Merci à vous, les bonne gars. semaine. À très bientôt. Bonnes vacances à tous. Merci. Bon match. Ciao les gars. Ciao. La French Radio. Portugal.